Le deuxième élément de contexte, ce sont ce qu'on appelle les méta-analyses. Les méta-analyses sur lesquelles s'appuie beaucoup l'actuel ministre de l'Éducation nationale. Les méta-analyses, c'est quoi? C'est des recherches sur les recherches. On peut faire une méta-analyse sur la lecture, par exemple, qui consiste non pas à aller faire une recherche auprès d'élèves pour savoir si ça va venir ou pas, mais à prendre toutes les recherches de tous les pays sur la lecture pour voir ce qu'elles ont en commun. Alors, on a aujourd'hui un nombre important de méta-analyses. Sur la lecture, par exemple, on a une grande méta-analyse. Une grande méta-analyse. Cette méta-analyse, il faut bien voir qu'elle porte sur des analyses de gens qui apprennent à lire aussi bien en japonais qu'en finlandais, qu'en arabe, qu'en espagnol, qu'en anglais, etc. De gens qui apprennent à lire aussi bien dans des conditions qui sont celles d'une classe française que dans des conditions qui sont celles d'une classe africaine avec un CP à 250. Donc on fait des méta-analyses. Mais ces méta-analyses qui essayent de concaténer en quelque sorte tous les résultats des analyses élémentaires, qu'est-ce qu'elles produisent? De fait, elles suppriment tous les éléments de contexte. Donc ces méta-analyses suppriment tous les éléments contextuels. Et au fond, elles aboutissent à quelques trouvailles qui sont des trouvailles qui sont à un tel niveau de généralité que leur impact est difficilement utilisable. Alors sur la lecture, la grande méta-analyse dont nous disposons aboutit à quel résultat? À dire que pour qu'un enfant apprenne à lire, il faut qu'à un moment, mais on ne dit pas quand, celui ou celle qui apprend à lire attire l'attention de l'apprenant sur la correspondance entre le graphème et le phonème. Voilà. C'est pas une trouvaille extraordinaire quand même. On a fait beaucoup de travaux pour arriver à ça. Et de là, évidemment, qu'est-ce qu'on en tire comme conséquence? Il n'y a que la méthode syllabique qui marche. Ça va un peu vite quand même, hein? Ça va un peu vite, pourquoi? Parce que d'une part, ça enlève tous les éléments de contexte, comme je vous l'ai montré, et d'autre part, parce que passer de « il faut à un moment dans l'apprentissage de la lecture attirer l'attention de l'apprenant sur la correspondance entre le graphème et le phonème », ça ne veut pas dire il faut pratiquer systématiquement la méthode syllabique. Et ça ne dit pas s'il faut attirer l'attention sur la correspondance graphème-phonème au début, au milieu, à la fin, à quel moment, par quoi il faut commencer. Est-ce qu'il faut commencer par le fait que l'enfant va dicter sa langue orale, qu'on va l'écrire, qu'il va reconnaître à travers ce qu'il a écrit la langue écrite comme le préconisait De Crowley, ou bien au contraire, comme le dit la méthode Bocher, qu'on commence par B au beau, etc., etc. Ça ne dit rien de tout ça, parce que dans toutes les méthodes, on le fait. Hein? On le fait, mais en réalité, on déforme le résultat de la méta-analyse pour nous donner une prescription globale. Alors ensuite, il y a évidemment tout ce qui est issu des neurosciences, avec des méthodes qui sont, à mes yeux, là aussi discutables et peu transposables. Moi, j'ai rien du tout contre les neurosciences. Hein. Je pense que les neurosciences sont utiles, intéressantes. Il y a même des travaux de neurosciences où on apprend réellement des choses. Bon, type quand les élèves sont excités, il faut qu'ils se calment. Bon. Ça, c'est des choses vraiment fortes, quoi, dans lesquelles... Bon. Mais en dehors de ça, pour être plus sérieux, sur la lecture, alors, je vais me permettre, j'ai essayé de rapporter une tasse du réfectoire, mais il n'y avait pas de tasse, parce que c'est vous connaissez la fameuse histoire de la tasse qui est à la base du petit livre orange, non? Non. Alors, je vais vous raconter l'histoire de la tasse. Que disent les neuroscientifiques? Les neuroscientifiques nous disent que
il n'y a pas de neurones à la naissance spécialisés dans le déchiffrage et la lecture. Que ce sont les neurones de la vision qui sont recyclés. C'est la théorie dont vous avez entendu sans doute parler, du recyclage neuronal. Hein? La lecture est une capacité qui est apparue très récemment chez l'Homo sapiens sapiens, donc il n'y a pas de zone cérébrale attribuée à la lecture. C'est les neurones de la vision qui vont être utilisés et qui vont être récupérés en quelque sorte par le cortex frontal pour permettre le déchiffrage et la lecture des textes. Alors que nous disent les spécialistes des neurosciences? Ils nous disent que quand on regarde une tasse, alors imaginez que vous avez une tasse, alors je cherche une tasse mais je n'ai pas de tasse. Alors je vais... Les gobelets là. Hein? Ah oui, mais le gobelet ça ne marche pas. Ah bon. Désolé. Non, parce que la tasse, ce qui est important, c'est la anse. D'accord. N'est-ce pas? Quand vous regardez une tasse, qu'elle est tournée comme ça, et que vous la tournez comme ça, il faut que, sur le plan de la vision, vous reconstituiez l'unité de l'objet, c'est-à-dire que vous soyez capable de comprendre que c'est la même tasse dans l'autre sens. D'accord? Donc que le même objet peut avoir la tasse, pardon, la anse à gauche ou à droite, mais que c'est le même objet. D'accord? Et alors, là, c'est la grande découverte des neuroscientifiques, sauf que comme c'est les mêmes neurones qui sont utilisés pour la vision et pour la lecture, eh bien, quand l'enfant découvre le P et le Q, le B et le D, il faut qu'il découvre que ce n'est pas la même lettre selon le côté de la anse. C'est donc le contraire de la vision de la tasse. D'où cette déduction absolument inattaquable, et que le P et le Q ne sont pas une seule et même lettre. Je suppose que tous ceux et celles qui ont enseigné la lecture découvrent là quelque chose qu'ils n'ont jamais fait, n'est-ce pas, et qui leur ouvre des horizons tout à fait nouveaux. Tout à fait nouveaux. Vous voyez comment une découverte scientifique qui est intéressante, qui est légitime. Les neurones de la vision sont réutilisés pour le déchiffrage, donc il faut passer d'une reconstitution de l'objet qui permet la permutation tout en identifiant l'identité de l'objet à une attention aux lettres dont la permutation est en réalité un changement de signification et de sens. Voilà quelque chose qui est intéressant, qui est une illustration par les neurosciences de quelque chose que nous faisons. On passe de ça à... Il n'y a qu'une méthode pour apprendre à lire, c'est la méthode syllabique. Encore? Donc on est là dans des affirmations extrêmement rapides et des déductions extrêmement rapides où on s'appuie sur un certain nombre de données qui sont des données réelles, intéressantes, mais pour aller très vite à des conclusions qui sont en réalité des conclusions idéologiques et qui sont des conclusions qui sont essentiellement construites, comme le montre très bien le dernier livre de Luc Sedel qui s'appelle Le système Blanquer, que je vous invite à feuilleter ou à lire si vous en avez le temps. Comment? Ah non, hélas. À donner un sou à Blanquer, c'est pas possible. Hélas, non. Des comptes Blanquer. Il montre très bien comment il y a une espèce de glissement qui s'opère, qui est un glissement qui permet de s'appuyer sur des éléments scientifiquement indiscutables pour arriver à surfer sur une idéologie qui est dominante dans le champ social, à savoir la méthode globale a été proposée il y a déjà de nombreuses années par des islamo-gauchistes dangereux et a provoqué l'effondrement du niveau scolaire de nos enfants. Il faut donc revenir d'une manière forte, claire et définitive à la méthode syllabique, qui est la seule, la vraie et la bonne, grâce à laquelle nos enfants retrouveront à la fois le goût de lire et le sens de l'autorité. D'accord. Fermez les guillemets. Donc on part en réalité
de quelques éléments qui sont justes, qui sont des éléments intéressants, et on en fait des points d'appui pour surfer sur l'opinion publique et démagogiquement délivrer une sorte de message qui laisse entendre que les enseignants ont sacrifié les élèves en faisant n'importe quoi en matière d'apprentissage de la lecture, que les enseignants ne tiennent pas compte des découvertes scientifiques et qu'il faut qu'ils reviennent strictement à la méthode syllabique. Alors, Blanquer est plus fin encore que cela, hein, puisque le jour même où paraît le petit livre orange, il donne une interview au Parisien libéré, dans laquelle il dit entre une méthode qui marche, la méthode syllabique, et une méthode qui ne marche pas, la méthode globale, il n'y a pas de compromis possible. C'est ou l'une ou l'autre. Ça, c'est à destination des parents. Mais dans le petit livre orange, c'est beaucoup plus subtil. Parce qu'il n'y a jamais dans le petit livre orange très clairement l'affirmation qu'il ne faut utiliser que la méthode syllabique de manière syllabo-syllabique. Mais il est capable de jouer sur les deux, c'est-à-dire d'avoir un discours à destination de l'opinion publique, qui est un discours idéologique et construit sur la dénonciation du pédagogisme, hein, et à côté de ça, un discours intermédiaire qui ne va pas complètement à l'encontre des scientifiques et où un certain nombre de scientifiques de bonne aloi peuvent se reconnaître parce que néanmoins ils restent un peu nuancés. Mais nous sommes là dans quelque chose qui est quand même de l'ordre de la manipulation. On pourrait dire la même chose sur un certain nombre d'autres méthodes. Je pense à la méthode de Singapour, par exemple, en mathématiques. Moi, je ne suis absolument pas hostile à la méthode de Singapour, mais la méthode de Singapour, d'abord, elle est pratiquée à Singapour, dans un contexte très particulier qui n'a rien à voir avec le contexte français. C'est une méthode qui est très largement fondée sur la manipulation. C'est une méthode qui est très largement fondée sur le fait de retarder un peu l'acquisition des techniques opératoires jusqu'à ce qu'un certain nombre de manipulations aient été effectuées, etc. Or, on va nous proposer la méthode de Singapour comme étant le nec plus ultra, tout en nous proposant simultanément d'anticiper l'acquisition des techniques opératoires. Ce que la méthode de Singapour propose de reporter précisément à plus tard. Donc nous sommes là encore en pleine contradiction. Montessori. Montessori, moi, je sais que je n'ai pas d'hostilité particulière à l'égard de Maria Montessori. C'est quelqu'un qui a fait progresser la réflexion pédagogique. C'est d'abord quelqu'un qui a fait avancer la réflexion sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'inclusion, c'est-à-dire sur le travail avec les élèves en grande difficulté et qu'on appelait à l'époque les arriérés mentaux. C'est quelqu'un qui a contribué à ce qu'on prenne en compte l'enfant dans sa spécificité. C'est la première à avoir introduit des petites tables, des petites chaises, des coins dans les écoles maternelles, etc. etc. Donc il n'y a pas à crier au loup particulièrement. Bon, alors après, on peut aller chercher des coups dans la tonsure de Montessori, hein, au sens propre et au sens figuré. C'est vrai qu'elle a fixé ces étapes, vous savez, les périodes sensibles en accord avec le Vatican, parce qu'il fallait que 7 ans, ça corresponde à la communion privée et que ça corresponde aussi à l'accès à une période sensible permettant l'accès au texte. Donc elle était quand même assez en collusion là. C'est vrai que, y compris dans ces écoles, les enfants qui étaient un peu sales, n'avaient pas le droit de rentrer et qu'elles pratiquaient quand même une certaine forme de sélection sociale. Donc on peut discuter sur des tas de choses. C'est vrai aussi que dans son débat avec Célestin Freinet, il y a des éléments qui sont extrêmement importants sur la place respective du collectif et de l'individuel, des matériaux précontraints et des matériaux naturels, puisque, bon, Maria Montessori, c'est des matériaux précontraints, c'est du matériel fabriqué exprès. Freinet, c'est on travaille en faisant des barrages dans la rivière, en comptant les cailloux, etc. C'est donc du matériel naturel. C'est vrai que tout ça se débat. Tout ça se débat. Bon. En tout cas, il n'y a pas matière à en faire une sorte de dogme. Mais ce que nous voyons aussi, c'est des méthodes peu transposables et mal transposées. La méthode Montessori,
montée en épingle par Céline Alvarez dans une classe de l'Académie de Créteil au moment où Jean-Michel Blanquer était le recteur de l'Académie de Créteil, avec des conditions extrêmement particulières et très favorables, avec un dispositif de recherche qu'elle annonce mais qui n'existe pas en réalité, puisque l'équipe de recherche de Grenoble qu'elle cite dans son livre a démenti avoir effectué le moins de travail d'observation et d'évaluation sur son propre enseignement. Hein. Et on en tire l'idée qu'au fond, la méthode Montessori resterait la grande méthode, d'autant plus qu'elle semble faire l'unanimité, y compris chez les neuroscientifiques. Voilà. Freinet passe à la trappe, De Crowley passe à la trappe, Kortchak passe à la trappe, tout ça on ne connaît pas, mais on connaît Montessori et on promeut par la même occasion le merchandising Montessori. Hein? Merchandising Montessori, vous avez des jeux Montessori un petit peu partout, vous avez des habits Montessori, vous avez du mobilier Montessori, vous avez toute une série de choses, d'autant plus que Maria Montessori n'a pas protégé son nom. C'est-à-dire que n'importe qui peut se dire pratiquer la pédagogie Montessori sans aucun contrôle. Il n'y a aucun contrôle. N'importe qui peut mettre sur ça, comme je l'ai vu récemment, hier encore à Lyon avant de partir, j'ai découvert près de chez moi coach scolaire méthode Montessori. Voilà. Quelqu'un avait ouvert un cabinet de coach scolaire méthode Montessori. Et on voit bien que ça marche. On voit bien que ça marche. Et on voit bien que tout cela renvoie à un ensemble qui conspire, alors prenons le mot conspiration au sens étymologique, respirer ensemble, hein, respire ensemble autour de l'idée qu'il y aurait des prescriptions